Hello, mate! Mon nom est Mad Mike et vous écoutez Les Petites Vues. Ben oui, parce qu'à l'occasion du 40e anniversaire du film original de la série Mad Max, je me suis adjoint l'aide de mon ami Gary Goose Chéri et de Stéphane Tokaker Souci. J'ai le beau rôle. On va ramasser ça tantôt. Alors, on va passer en revue les 4 films de la série, un par un. D'abord, Mad Max, l'original, celui de 1979. Tous les films ont été réalisés par George Miller, donc c'est pas très compliqué. C'est le troisième qu'il y a eu là. C'est George Miller. Non, quoi? Le troisième, tu sais, puis le sixième, là, déjà, je vais vous révéler le non, mais, tu sais, mon rôle, c'est d'être le trouble fête, alors, tu sais. Ouais, fais ta job, Vas-y, ton coteau. Mad Max 1979, film australien. Oui. Qui a eu un gros succès en Australie, mais moins qu'aux États-Unis. Même si le monde pense le contraire. Parce que oui, certaines entrevues, certains documentaires, il a été distribué aux États-Unis, ça fait un succès fulgurant. Pas en tout. Puis même, tu vois, les distributeurs étaient tellement pas sûrs que ça allait être un succès, ils ont doublé les voix des acteurs parce qu'ils disaient avec l'accent australien. Pas sûr que ça va passer. Les acteurs étaient frustrés de ça. Ouais, d'ailleurs, c'est pas pour rien que le deuxième film, quand il est sorti, ils ont appelé ça The Road Warrior. Ouais, ils ont changé, il faut pas qu'il y ait d'association. Mad Max 2, ça a pris du temps avant que ça vienne. Même le premier, ils ont perdu de l'argent. Ils ont perdu de l'argent dans le côté distribution. Parce que leur coûtait tellement cher à le faire jouer à plein de places qu'ils perdaient de l'argent. Ouais. Mais en Australie, en tout cas, ça a été le gros succès. Un peu comme notre Bad Cop ici. On peut comparer ça comme ça. Oui, effectivement, c'est un peu ça, mon Bad Cop. Fait que c'est un film qui est dans les premiers qui se passait dans une époque post-apocalyptique. Ouais, c'était pas tout à fait encore le post. C'est plus The Road Warrior qui est post-apocalyptique. Ouais, c'est considéré comme un post-apocalyptique, mais c'est pas celui qu'on imagine toujours. Pourquoi on sort ce terme-là? On pense tout le temps que c'est après l'attaque nucléaire. Et c'est pas ça dans ce contexte-là. Même c'est pas vraiment défini dans le premier film. Même si George Miller, en entrevue, dit que c'est la crise du pétrole de 73 qui l'a inspiré pour faire le film. Il y a une référence à ça dans ce film-là, des petites scènes où on voit les méchants qui volent du pétrole. À part ça, on peut pas dire qu'on est dans un gros contexte de manque d'eau, de pétrole. Il vit quand même bien. C'est poussiéreux, mais il vit bien. Oui, c'est ça. C'est un contexte où on s'en va vers ça, probablement. On n'y est pas encore arrivé. Mais c'est plus c'est un genre d'orange mécanique, un peu aussi, là, tu sais, les gangs de rue, commence tranquillement à prendre la place. Aussi, là, on est à la fin des années 70, puis on voit aussi le changement d'esthétique des films de science-fiction. On a déjà parlé dans une autre capsule, mais le début des années 70, on voyait l'influence de l'esthétique de 2001 au lycée de l'espace. Tout était liché, tout était blanc, c'est comme THX, on se rappelle. Tout le temps, tout est propre. Puis là, à partir de Star Wars, Aliens, puis ce film-là, Mad Max, on arrive avec une esthétique, je l'appelle un peu usée, c'est poussiéreux, parce qu'on voit que le matériel... L'avant-grunge, on pourrait dire. Ouais, quasiment. Fait qu'on voit qu'on commence dans ce courant-là, côté esthétique aussi. Fait que c'est pour ça que ce film-là, comme, tu sais, fait un peu sa marque dans ces années-là. Tu sais, c'était comme nouveau. Mais l'histoire, moi, je compare ça à un western. Oui, c'est un western. C'est un western. Et l'histoire de vengeance classique. Oui, mais c'est bien l'autre film à la Death Wish, ça. Ben, tu sais, puis aussi le côté western, genre, qu'il faut absolument survivre. Tu sais, à la fin, là, tu sais, vengeance, survie, mais, tu sais, la volonté de s'en sortir en tant qu'individu, mais aussi essayer de retrouver son humanité à quelque part là-dedans. Là. Mais là-dedans, non, parce que c'est vengeance complètement. Surtout la scène avec sa... Tu sais, les effets, comment ça change, là, tu sais, quand il écrase sa femme, on voit rien, c'est juste les souliers qui envolent. Mais oui, mais c'est de rien voir peut être aussi puissant que de tout voir. C'est un peu ça. Moi, je me souviens, dans le temps, j'avais trouvé ça dérangeant. En le revoyant, c'est moins dérangeant, mais tu comprends ça a autant d'impact, pareil, là. Même peut-être plus, parce que ton imagination va rendre ça plus dégueulasse. L'imagination, ouais, c'est puissant. Puis, le titre a toute sa valeur dans ce film-là, contrairement aux autres,
Là, on comprend pourquoi il est Mad Max, là, parce qu'évidemment, bon, il perd son meilleur ami, Goose, et ensuite, évidemment, sa femme et son enfant, donc il peut pas être plus fâché que ça, évidemment, là. Ça nous fait penser un peu à Death Wish, dans le fond, là. C'est un peu le Death Wish australien, là. Mais tu sais, lui, c'est un Mad Max fâché et non Mad Max fou, parce qu'il est pas complètement débile, il est juste c'est plus ça, là. Mais tu vois, tout le long du film, il y a quand même une progression qui mène à ça. Moi, ce que j'aime du film, c'est la cassure quand il va prendre son véhicule noir. C'est là qu'il y a la cassure, c'est comme, là, je ne suis plus identifié à rien. C'est ça. Il n'y a plus une auto de police. C'est un rôle, là. C'est vraiment le chevalier et sa monture, là. Exactement. Le vigilante, là, il est dans sa bulle, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien, c'est lui, c'est tout. Je trouve le film remarqué pour ça. Et, je pense qu'il est impressionnant de ce film pour un film à petit budget. Ouais, 380 000 dans le temps. Ouais, c'est de voir les cascades dans ce film. C'est une gang de malades, franchement. Ils ont dû se faire mal pour de vrai. Oui! Ça n'a pas de bon sens. Tu dis, ils ont-tu filmé des permis, ils ont-tu filmé en cachette? Les cascades qu'il y a là-dedans, là, ça n'a pas de bon sens. L'utilisation des accélérés ralentis aussi, très mais très intelligent de la façon qu'ils le font, là, tu sais, parce qu'ils sont pas dérangeants. Pas du tout. Tu penses pas à ça, tu te dis, mon Dieu, ils sont en train de filmer, ils sont en train de rouler à 10 km/h, puis dans le fond, on les voit rouler à 80. Mais non, c'est vraiment hyper intelligent, hyper brillant. Le scénario aussi, la manière qu'il s'est bâti, tu sais, t'as toujours quelque chose, tu sais, d'abord, l'action commence immédiatement, là, tu sais, dès le départ, t'es happé dans l'histoire, puis à un moment donné, il faut que tu sois aussi dans l'histoire, contrairement à Road Warrior, où là, t'es vraiment dans un récit où c'est juste ça arrête pas. Un peu comme Fury Road plus tard, mais c'est vraiment ça, là, t'as besoin de comprendre justement toutes les origines, contrairement à t'as pas besoin d'avoir un reboot ou quoi que ce soit, là, l'origine est là, tu comprends toute son histoire après, et c'est magnifiquement construit pour que tu aies justement une finalité à ce récit-là qui est très bien construit, là. Mais tu sais, côté récit, le fait qu'il n'y ait pas tant de dialogue que ça, mais tout passe, ça coule. Tu sais, même si tu sais, c'est touchant, tu sais, les moments calmes avec sa femme et tout ça, là. Tu t'attaches au personnage et tout, et t'es aussi enragé que lui à la fin. Est-ce que tu parle pas non plus, hein? C'est parce que t'es enragé, mais c'est parce que t'as un très bon méchant. Le personnage de Toe Cutter. Mais t'as deux bons méchants, parce que t'as le premier, là, qu'on voit dans le char, là, Knight Rider. Ben oui, Knight Rider. Il est extraordinaire, là, tu sais. I'm the Knight Rider. Il est complètement malade, là. C'est fou, raide, là. Puis l'attachement que Toe Cutter a envers ce gars-là, c'est fou. La scène à la gare, là, c'est magnifique, là, tu sais, là. Le respect que tu dois avoir envers ce gars-là, c'est extraordinaire avec le jeu. Il apporte le cercueil, il est assis, le camion à côté, puis c'est son ami, il l'a perdu, tout ça, mais je trouve Toe Cutter, il y a l'acteur qui joue ce personnage-là, juste son facial, ce qui est inquiétant. Tu sais pas. T'as un stress. Tu sais pas si t'es ton ami ou si faut que tu n'aies pas. Mais tu veux pas être son ami non plus. Non, je sais, mais tu sais, une seconde, il était, tu sais, là, avec le jeune, là, boy, là, tu sais pas, là, tu sais, d'une seconde, tu sais pas s'il va lui donner une volée, après ça, il l'amène dans la mer. Est-ce qu'il l'amène dans la mer parce que c'est son baptême ou parce qu'il va le noyer? Tu sais, c'est, on aime haïr ce personnage-là. Ce qui fait qu'on trippe encore plus quand Mad Max court après toute sa bande, là. Fait que ça prenait un bon méchant pour rendre le film intéressant. Parce que sinon, ça aurait fait, il va aller se venger. Puis, en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on nous garde le héros, on le voit pas tout de suite. Ça prend 12 minutes et quelques secondes avant qu'on lui voit le visage, tu sais, on le découvre tranquillement. On nous le prépare. On nous le prépare, mais tu sais. Il prépare son auto, il met c'est exactement. son auto, mais c'est gants, c'est une lunettes de soleil. Mais même encore, quand il met ses lunettes de soleil, c'est juste à travers la rétroviseur. On sait pas encore c'est qui. Tu sais, c'est vraiment un build-up qu'on lui fait. Tu sais, t'as rendu compte que ça prend 12 minutes puis le film dure à peu près 1h30. À peu près, c'est vraiment court. C'est 12 minutes sur 1h30, c'est très long. Et puis, écoute, la scène où on le voit vraiment de visage dure 10 secondes, tout de suite après, on le voit chez lui avec sa blonde. Fait que c'est magnifique. C'est vraiment tout, bref, tout un film. Ben, c'est ça commençait un air aussi, que les films australiens. Attends, il y a un terme pour ça, les Oz. C'est que Ozploitation. Ah ouais? Ouais, parce que entre les années 70 et 80, il y a eu un engouement pour beaucoup de films australiens pendant cette période-là.
Puis étrangement, ça jouait tout le temps dans le style comédie horreur, puis petit budget, mais ça a fonctionné. Ils ont comme parti de mode, ben t'en vois un, tu dis peut-être qu'ils ont l'autre trésor caché comme ça là à quelque part. Là. Bref, voilà, donc la porte était grande ouverte pour une suite, et une suite qui a été... Soit dit en passant pour Mad Max, c'est très drôle parce que moi j'ai respecté le fait que, parce qu'à l'époque le film Mad Max c'était 18 ans et plus. Ouais. Et moi, je l'ai vu en VHS, pour au cinéma, évidemment. C'est ça. Alors moi, j'avais vu ce film-là, j'avais 17 ans. C'est le premier film que j'ai vu 18 ans, je l'ai vu à 17 ans. J'ai pas... C'était très... Ouais. Non, je me souviens, puis je l'ai vu, je me souviens, c'était un 24 décembre. J'ai la date. Moi, les films, celui-là, je me souviens très bien. J'avais loué 3 films, puis celui-là, je m'en souviens parfaitement. C'était marquant dans ma vie. Donc, la suite, Road Warrior en 1981, c'est un festival de poursuite, là. Total. Ben là, on voit déjà que, à cause du succès du premier, ils ont eu plus d'argent pour le deuxième. L'univers est déjà plus gros. Puis là, comme on a dit tantôt, pour la distribution aux États-Unis, c'était pas Mad Max 2. Non, c'est Road Warrior. Road Warrior. Ils voulaient pas aucune affiliation. Je dirais, moi, je me suis fait prendre dans ce marketing-là, parce que je savais pas qu'il y avait un Mad Max 1 quand j'ai vu The Road Warrior. Okay. Après, j'ai pris, c'est Mad Max 2. Je savais même pas qu'il y en avait eu un 1. J'ai vu le 1 après avoir vu le 2. C'était mon prequel. Mais ça dérange pas tellement, c'est pareil. Non, parce que, tu vois, le début de Mad Max 2, ça commence qu'ils ont pris pour acquis qu'il y a beaucoup de monde aux États-Unis qui n'avait pas vu le 1. Exact. Donc, j'aime le résumé qu'on fait. Oui, exactement. Parce qu'on place mieux le contexte. Mieux que dans le premier. Justement, lorsqu'on nous parle de la crise du pétrole, les guerres que ça a amené, qui a amené à cet univers-là de chaos. Et là, on nous fait le petit résumé du premier film. Je trouve que c'est très bien amené. Cette petite partie-là, c'est même supérieur au premier. Au premier, ouais, parce que le premier, c'est toi qui devines un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que la référence côté crise de pétrole et tout ça, tu t'as sens pas, là, oui, ça devient post-apocalyptique, mais pas complètement encore, là. On est en transition. Ouais. Mais de toute façon, même dans le premier, on nous a jamais annoncé que c'était ça. Un film, tu le prends, puis ça commence, puis tu te dis, bon, c'est arrivé que ça se passe ailleurs, puis tu sais pas, là, tu sais. Ça se passe ailleurs et tu sais pas quand. Non, c'est ça, c'est comme un peu intemporel. Exactement. C'est ça, parce que si tu regardes aujourd'hui, on dit, un peu plus tard dans le futur, tu dis, OK, là, on est en 2019, c'est peut-être en 2022 que ça se passe. Tu sais, quand tu prends un film comme, mettons, Escape from New York, on passe sur New York, 1997, parce que là, je le regarde en 2002, là, pas là. Ils ont reconstruit ça vite. Le fait qu'il n'y a pas mis d'années, que justement, le contexte est un peu flou, ça laisse que le film devient plus intemporel. Mais c'est un autre western. Ah oui, là, comme tu l'as, mais lui, c'est encore plus western que les autres. Là, c'est fort à l'amour, là. Mais, tu sais, dans le deuxième, là, l'action part tout de suite. Et on pense que l'action part tout de suite. Ouais, mais tu sais, oui, ça part tout de suite, t'es dans l'auto en train de rouler, puis là, il y a la poursuite, tout ça. Moi, il y a un long bout d'observation. Oui, parce que moi, dans mon souvenir, c'était, écoute, c'est 1h30, là, c'est non-stop. Parce que non, je comprends. Tu vois, t'as l'impression, mon Dieu, ça, tu sais, il est dans le truck pendant 1h30, puis ça roule pendant 1h30, mais ça roule pas pendant 1h30, là, tu sais. Mais on a cette impression-là, mais non, effectivement, l'observation dure très longtemps, mais encore là, on a des personnages extraordinaires, là. On a Jason Voorhees, quasiment. Le grand Humongous. Tu vois, là encore, c'est un méchant, je trouve super intéressant, juste visuellement. Oui. Juste visuellement, il y a une histoire, ce gars-là. Tu vois, il y a un plan, tu dis, OK, il a été brûlé, ou il y a un accident, c'est pour ça qu'il portait un masque et un collier. Je suis sûr qu'ils s'en sont servis pour Jason Voorhees, c'est clair, là. C'était fait avant. C'était fait avant, c'est clair, là. Mais si, il n'est pas seulement, ce Mad Max-là, c'est lui qui a carrément changé la mode punk. Puis aussi, le look, plus tard, dans le cinéma, quand tu t'en vas vers des bandes qui sont rêvées, là, surtout dans la Mad Max, l'influence est carrément, là. Exact. Non, mais tu sais, je pense qu'elle a gagné des prix. La dame, c'est quoi son nom, non? C'est Norma Morisseau. Tu sais, elle a designé le côté costume. Mais c'est pas seulement ça, c'est le côté original. De oser faire ça comme ça. Puis, tu sais, le masque, tu sais, tout, il porte bien, tu sais, il est revenu, pis ça, pis c'est
Non, je le connais pas, lui. C'est vrai, c'est tous les habillements, là, tu sais, avec la fourrure, puis tout ça, c'est quand même très osé, là. Tu te dis, ça marche ou ça ne fonctionne pas. Oui. Là. Oui. Mais pendant dans d'autres films, parce que c'est évidemment, il y a plusieurs copies, il y a des fois, ça faisait cucu. Mais oui, parce que dans Mad Max, ça marche. Des pattes de hockey, ça peut fonctionner comme ça ne peut ne pas fonctionner. Hein. Mais le Mad Max 2, lorsqu'il est sorti en Australie, avant de sa sortie, il y a eu énormément de coupures. Parce qu'il y a des scènes qu'il trouvait trop violentes. Il y a des scènes dans le film qui ont été raccourcies. Lorsqu'il s'enlève la flèche, la façon qu'il faisait le montage originalement, ils l'ont coupé parce qu'ils trouvaient ça trop dégueulasse. Quand l'autre reçoit le boomerang, dans certains, ils le montrent même pas. Parce qu'ils trouvaient, ouais, non, ça c'est extraordinaire, que ça, le boomerang qui part à rien. Ce film-là, moi, je le trouve supérieur au premier. Oh oui. Oh, oui. Ben, on en parlera après, là. Je trouve supérieur au premier, je trouve le personnage les personnages qui gravitent autour de Mad Max, je trouve, sont plus définis, sont plus intéressants visuellement. Tu sais, au niveau visuel, oui, ça je suis d'accord avec toi, mais moi au niveau du scénario, non. Il y a pas, un peu comme Fury Road, tu sais, il y a pas de scénario, tu sais, c'est juste une histoire pour avoir une histoire, tu sais, pour se rendre. Franchement, toute la franchise, c'est des histoires assez simples. Mais. Sur le bord du simpliste, un peu. Ouais, mais quand même, pour Mad Max, tu disais, là, il y a quand même une base scénarique pour que on comprenne pourquoi il devient comme il est, quoi. Tu sais, il y a des éléments dramatiques là-dedans. Oui. Dans le reste, les éléments dramatiques, c'est plutôt des éléments pour faire réagir le spectateur. Ouais, c'est comme on dit un western classique. Là. Pour moi, Mad Max, le premier, demeure le meilleur de la série. Il demeurera toujours le meilleur de la série. Ah, je comprends. Mais ils sont presque tous sur la même hauteur, tu sais. Sauf le 3. On en parlait tout à l'heure. Ben, c'est ça, je trouve le 2, les personnages sont visuellement, sont mieux définis, ça fait que l'univers est plus riche. C'est même le pilote de gyrocoptère, du Goyo, exactement. L'acolyte, il disparaît, il revient. Ben, tu sais, le Feral Kid, qui est intéressant et attachant, il y a plein de personnages. Même le chef, tu sais, dans la, comment qu'on appelle ça, la forteresse, mais, tu sais, il y a une noblesse dans cet homme-là. C'est toutes des espèces d'archétypes. Ouais. Et la réalisation du film, ben là, écoute, la façon que la caméra est placée, même pour la petite scène de poursuite au début, on filme pas l'action, on est dans l'action. Oui. Moi, juste le plan d'ouverture du deuxième, là, tu sais, qu'on parle du noir, puis qu'on parle de la turbine, t'es comme là, c'est pas on filme l'auto sur la route, non, on est là dans le cockpit avec ma masque. Et là, toute la scène de la fin, qu'on voit, je capote. Je capote. Pas juste le fait que c'est des vraies cascades, il n'y a pas de non, mais dans la caméra, là, d'accord. Du camion, c'est fantastique. Non, mais c'est avant-gardiste, mais ils sont complètement débiles, ces gens-là. Non, mais il y a une cascade, là, ça n'existait pas, les câbles dans le temps. Le gars, là, il a revolé un bon 12 pieds. Tu vois, là, il se dit, ben voyons non, il est-tu vivant après cette affaire-là? C'est incroyable. C'est même des caméramans. Tu dis qu'il était placé. Ouais, il était attaché à quelque c'est cette scène-là, écoute, comme tu dis, on a l'impression, à cause de cette scène-là qui dure 15 minutes, que le film, c'est juste ça. Ça prend, c'est vrai. T'es embarqué, tu finis, t'es comme, t'es essoufflé pour 15 minutes. Complètement. 15 minutes. Voilà. La première fois, j'ai vu ça. Même c'est pour ça que, vu que j'ai vu Mad Max 2 avant le 1, c'était tellement intense le 2, quand j'ai vu le 1 par après, je fais, j'ai été déçu, j'avais pas, pour la scène. Oui, mais je comprends, parce que mais la scène de vengeance de la fin, c'est pas aussi intense. Mais c'est sûr, parce que c'est pour ça que de l'avoir vu dans le sens inverse, ça aide pas, c'est clair, c'est normal. Mais on voit vraiment la progression du budget. Entre le 1 et le 2, tu fais le 1 est un succès. On va grossir un petit peu plus l'univers. Tu sais, je veux dire, dans le premier, c'est juste un petit village, un petit cosmopolite. Là, c'est comme si on a une forteresse, mais toute l'armée qui entoure cette forteresse. Complètement. Fait qu'on voit déjà, les budgets sont plus gros, les moyens sont plus gros aussi, ça paraît à l'écran. Ouais, puis en plus, la poursuite de la fin qui est hallucinante. C'est duel. Ouais, mais tu sais, une fois qu'il a renversé, puis tu dis,
Ah oui, c'est vrai, c'est du sable, c'est pas le pétrole. C'est ça. Ben là, tu me niaises, là. Après, tu vois le film, Oui, c'est ça. tout ça. C'est ça. C'est toi qui a fait ça, il est bien calme. C'est sûr qu'il savait pas, François. Oui, quand t'es jeune, tu dis, mais il Ah, ouais. Mais, je pense que pour apprécier le personnage de Mad Max, si t'as vu le 1, tu comprends un peu plus tu sais, il parle pas. Oui. Mais on dirait, à cause que t'as vu le 1, Mais son détachement avec l'humain. plus dans la psychologie du personnage que si t'as juste vu le film sans avoir vu C'est le 1. ça. Mais tu sais, tu dis, ben, pas qu'il est mad. Tu sais, si tu vois juste le deuxième, tu dis, il est pas d'affaire, il est pas mad, il est juste, c'est comme un cavalier solitaire, tout simplement. Il est plus cavalier solitaire dans celui-là, puis dans le troisième, il va être plus un genre d'Indiana Jones, tu sais. Ça va tout de suite au troisième? Ouais, au fini, il va être, Ben, il y a une chose, par exemple, dans le 2, qui m'a un peu dérangé au début. Il y a certaines fois où est-ce que la musique, je trouvais qu'elle faisait par rapport. dans le 2. Dans le 2, non, quand je dis par rapport, c'est la façon qu'il accentuait certaines scènes. Ah, moi, mais il y en a, tu sais, je trouvais inégal là-dedans. Tu sais, où est-ce que, tu sais, il est en train d'observer, puis comme, non, baisse la musique, tu sais, il faut que ça soit d'intrigue, même pas ça trop fort. Mais, moi, je m'ennuie de Brian May, c'est ce qui m'a d'ailleurs déçu dans le troisième, là. Pourtant, il est allé chercher un... Ouais, il aurait dû, au lieu d'avoir Maurice Jarre. Ouais, c'est ça, il a cherché Maurice Jarre, dans le quatrième, je sais pas qui est là, mais tu sais, moi, Brian C'est John May, qui excelle. de toute façon, c'est super bon, là. Je vais rien à dire dans le quatrième, mais tu sais, je m'ennuie vraiment de Brian May dans le troisième, parce que... Ouais. Non, mais je me plains pas de sa musique, c'est juste la façon dans le côté montage, comment que des hop musique, on pourrait dire, je trouvais qu'il était moins à propos. Mais le film est excellent pareil, là. Tu sais, c'est juste une petite note comme ça, que je m'étais pas rendu compte avant. Mais je capotais. Les revoir back à back, là, comme ça, j'adore. Sauf qu'à un moment donné, là, tu dis, c'est le troisième maintenant. On va passer au troisième. On va crever la piscine. Ouais. Donc, le premier, on a 79, le deuxième, 81, et en 85. Ben là, George Miller, probablement sous la pression, sous la pression, parce que, comment il s'appelle dans son ami? George Kennedy est mort durant le repérage. Ça s'est passé en 83. Puis c'est un accident d'hélicoptère. Et lui, il était complètement débilé. Ça, il tentait pas en tout, là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu de l'aide par rapport à la réalisation, parce qu'il a fait une partie. Mais il n'a pas tout fait parce qu'il était pas dedans. Et aussi, les studios étaient beaucoup plus impliqués. L'imposition de Madame Tina Turner, il y a plein d'affaires là-dedans qui... Moi, je l'ai revu, là. Ouais. Je trouvais que c'était le plus faible de la série. En voyant, ça m'a confirmé. Oui, c'est encore parce que quand je l'ai vu, moi, en 85, je l'ai vu au cinéma. Ouais. Évidemment, là, j'étais un fan fini. Bon, quand je l'ai vu, bon, j'ai dit, ouais, c'est comme moins bon, mais tu sais, t'aimes Mad Max, puis tu sais, tu passes à travers, puis tu te dis, bon, c'était moyen, mais ça part. Mais quand tu le revois, là, c'est mauvais. Encore pire. C'est vraiment mauvais. Puis là, tu tu l'as dit tout à l'heure, quand t'as un bon méchant, ton héros est encore plus génial. Ouais. Là, la méchante, là... Premièrement, si on commence la liste des problèmes, George Miller, il n'est pas tout seul à réaliser le film, je pense que ça paraît. Oui. On dirait qu'à un moment donné, tu fais comme il y a une brisure de ton, de style. Ben, on sent, comme tu dis, c'est une commande. Ben, c'est ça, c'est une commande, puis là, tu sais, il a fait la commande, puis il a ramassé l'argent pour, faire autre chose. Oui, exactement. Fait que, non, mais c'est ça, il y avait, c'est normal, à un moment donné, t'as le goût de faire d'autres choses. Il y avait, tu sais, t'es pas obligé de faire une trilogie tout le temps, là, tu sais, vraiment de faire 2 films, c'est exceptionnel, c'est 2 très bons films. Tu sais, comme Cameron qui a fait, pas Cameron, mais tu sais, qui a fait Terminator, il a fait 1 et 2, puis il est pas obligé d'en faire 10 là, tu sais, la suite, tu peux donner ça à quelqu'un d'autre. Puis, ben là, c'est ça, c'est dommage, parce que là, il a presque tué sa franchise, qui a pris, tu sais, des années et des années. Ben oui, parce que tu sais, le quatrième, je pense à partir de 98 qui essaie de le faire. Après ça, en 2001, ça a fait reculer. Après ça, en 2003, pas marché. 2005, là, Gibson, non, moi je débarque. Il a ras-le-bol, tu sais. Peut-être qu'il a été frustré par le choix. Regarde Stallone avec les Rocky. Il a fait Rocky Balboa. C'est parce qu'il était frustré du 5e. Tu peux pas finir la franchise de même, dans pas de bon sens. C'est ça qui était vraiment malade. Je trouve le troisième film, tu vois, on parlait de méchant. Je trouve que c'est un des problèmes du troisième. Je te dirais, c'est qui le méchant? Ben, c'est ça. C'est qui le méchant? Dans le premier,
le personnage de Toe Cutter, on l'aime pas du début jusqu'à la fin. Dans le deuxième, Humongous, il est imposant du début, puis on a hâte de s'en débarrasser jusqu'à la fin. Dans celui-là, le film commence, Mel Gibson devient associé avec le personnage de Tina Turner, Entity. Et là, elle dit, il faut aller assassiner le Master Blaster. Bon. Là, tu OK, c'est lui le méchant, là. Puis, contre même, il fait une scène où il prend le pouvoir de la ville, puis là, il dit mon nom, puis tout ça, parce que, OK, c'est lui le méchant. Puis là, à un moment donné, dans le film, c'est, non, faut aller sauver le petit monsieur, puis là, elle devient le méchant. Puis là, c'est qui le méchant? J'ai eu du début jusqu'à la fin. Fait qu'il n'y a pas de méchant vraiment défini. Parce que c'est Tina Turner. Faut pas qu'elle meure à la fin. La chanson du générique. C'est le bon affaire du film. Oui, c'est ça. Même ça, on parlait de musique. Moi, quand le troisième film commence avec la tune de Tina Turner, là, je trouvais que ça cassait le mot dans non, mais ça aurait dû finir la tune. Oui, c'est ça. Il faut le mot qu'elle a la chanson de Tina Turner, je fais, OK, là, on est dans le temps des vidéoclips, là, c'est quoi l'affaire? Ben, c'était comme, tu sais, Rocky IV, mais Rocky IV, c'était mieux réussi. Ça cassait un peu le mot de la franchise. Le premier film. Non. Mais là, après ça, ce qui arrive, je trouve que, c'est encore ce qu'on a dit, le premier film, c'est comme c'est une histoire de vengeance. Ouais. Comme, là, j'ai perdu mon ami, je perdu ma femme, tu vas payer pour. Là, c'est une histoire de le western. L'amour, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de, il y a quand même un point A, un point B. C'est ça. C'est ça, je vais m'avance, je tue le méchant, l'autre, c'est comme, j'ai besoin de gaz, j'ai besoin d'apprendre. Là, c'est rien, c'est que je passe par là. Oui. Ben, je passe par là, après ça, je m'égare là-bas, mais faut que je retourne là-bas. C'est que je suis comme dans un village d'enfants. C'est là que le scénario a voulu devenir, c'est mon opinion, mais prétentieux. C'est une espèce de symbolique de l'avenir, c'est les enfants, puis c'est parce que ça n'a pas d'affaire là. C'est vraiment l'avenir. Je veux dire, tu viens de me montrer un côté sombre dans la ville, puis là, il se bat dans le Thunderdome, puis là, ça... Mais c'était-tu aussi pour devenir un film genre plus général? Tu sais, c'est ça. Ce que je pense. Parce que là, c'était plus un genre 18 ans, là, c'était un genre 13 ans, là. Ouais. Tu sais, c'était ou à la limite un PG-13, là, on va dire, PG-13. Fait que tu sais, c'était plus du tout dans ce que tu voulais être, là. Tu deviens dans une autre affaire, là. Tu dis, oh, OK, on va faire les petits enfants qui vont chanter, c'est que ça arrive tellement de nulle part. We are the world. Que tu es en train de regarder la scène, puis tu te demandes, OK, c'est le pourquoi qu'on est là. OK, tu l'aides à guérir, OK, mais une fois que tu l'as aidé à guérir, tu veux pas retourner là-bas, mais pourquoi? Ah oui, pourquoi qu'il retourne? Ça met une autre aventure. C'est ça qui marche pas, c'est que là, il y a peut-être les enfants qui est allé sauver, les enfants qui ont décidé de partir, puis là, c'est comme, là, pour retourner à l'autre gang qui est restée, faut retourner dans la ville pour aller chercher un véhicule, parce que ça, c'est un autre problème, c'est que Mad Max, c'est, on peut dire, l'ancêtre de Fast and Furious, le fun, c'est les machines. Oui. On va dire, dans le premier, c'est la gang de motos, puis les autos de police, puis le fameux Interceptor de Mad Max, qui devient un peu comme la Batmobile devant. C'est Mad Max, ça prend son auto. C'est ça. Dans le deuxième, on l'a. Le premier plan, je capote dessus à chaque fois. C'est pas seulement ça, c'est aussi les Doom Buggy et tout ça. T'arrives dans le troisième, il y en a pas. Ben non, c'est des chameaux. Ça commence avec un avion qui court après ça. Ben voyons. Il va dans le village pour reprendre son véhicule, qui est dans un garage qui sert pas. Puis là, on dirait que c'est à la fin, c'est comme, hey, c'est vrai que Mad Max, ça prend des bazous, hein, pour refaire une scène de bazous. C'est pour ça qu'il retourne dans le village pour se sauver pour une scène de bazous. Je trouve, c'est décousu. C'est décousu, mais je trouve que ça respecte pas le style. Puis là, il y a une question que je me posais, tantôt on disait, l'univers post-apocalyptique, c'est la crise du pétrole. Là, dans ce jeu, je me suis dit, non, y a-tu une espèce d'attaque nucléaire? Parce que quand les enfants, avec la télévision, racontent leur écrasement d'avion, on a l'air à dire qu'il y a eu un côté des buildings qui ont été détruits, puis quand ils trouvent la ville, c'est un pont qui a explosé, puis là, j'ai fait, ok, on est-tu dans un autre univers post-apocalyptique qui ont changé? Et tu sais, une autre affaire aussi dans le film, par rapport au 2 au 3, dans le 2, on a l'acteur qui joue le pilote de jeu. Ouais, qui rejoue encore Bruce Spencer. C'est pas le même personnage. Non, c'est pas le même personnage du tout. Mais là, pourquoi tu me prends ce gars-là? En plus, tu commences le film avec sa face. Tu sais, je peux l'identifier.
c'est pas le même personnage, comme c'est pas le même personnage. Non, mais c'est comme si le 3... Mad Max, c'est comme si le 3 était pas dans... C'est comme une copie de Mad Max, simplement, qui a comme pas rapport dans l'univers. Puis le personnage de Mad Max, ben là, il est adouci. Ouais, il est aseptisé, là. Le côté, tout comme oui, Constance de les deux, le côté, il est rendu fou. Puis là, puis c'est un gars qui parle pas beaucoup, je pense que dans sa bulle, je sais ce que j'ai à faire. Ils ont complètement dénaturé le personnage. Quelque chose qu'on sent que George Miller, il n'avait pas la main mise à 100% sur cette non, puis il était pas intéressé parce qu'il avait pas fini son deuil. Ouais. Fait que là, on va sortir la phrase cliché, et c'est ce qui a tué la franchise. Il aurait pu la tuer, en fait. Puis après ça, on a fait quoi? Un reboot? Un reset? Un revisite? Donc, Fury Road. Ouais. 2015, c'était avant de la voir. Mais comme tu as dit tantôt, c'était longtemps dans l'air. Oui, exactement. Et probablement peut-être qu'il repensait à ses vieux péchés, là, George Miller, puis il s'est dit, là, je vais faire ce que j'ai à faire. Puis il a repris d'ailleurs de ce qu'on peut voir, il a repris des bonnes idées de Road Warrior qu'il a remis à la chose aujourd'hui. Puis... Une chose, par exemple, lorsqu'il voulait tourner le film, étrangement, pendant cette période-là, en Australie, il pleuvait dans le coin, donc il est obligé de le tourner en Namibie. Tu dis, ouais, ok, je cherchais qu'un désert-là, mais ça se ressemble à ce point-là. Du sable, c'est du sable. Ouais, je sais bien. Tourner à la plage d'Oka. Il aurait pu te relouer sur ta twin. T'es drôle, toi. Ouais, Fury Road en 2015. Ouais. Action. Non mais tu vois une autre marque, tu sais, dans le 2, non, dans le premier on voit le personnage à la 10e minute, tu sais, mais là dans celui-là le personnage parle pour la première fois. Je pense que c'est 15 minutes plus tard dans le film. Mais ils vont tout de suite faire la narration au début. Mais on le voit pas. On l'entend parler, mais on le voit pas. C'est ça. Vas-y. Continue. Non, moi, j'ai tout le temps, on voit d'un film à l'autre les budgets grossissent. Celui-là, il y a le jackpot, là. Ouais. Moi, j'ai dit, c'est The Road Warrior x10. T'avais un bon méchant dans le 2, t'en as un très bon dans celui-là, et t'as 2 acolytes avec lui, t'es rendu comme 3 méchants de 3 gangs. Mais c'est encore un scénario simple. Si Furiosa tourne pas à gauche, c'est fini. Ouais. c'est nono, mais ce film-là, ça. Comme dans Death Proof, quand tu fais ça. Tout se passe normalement, tout à coup, c'est, hey, le camion a tourné à gauche. Comment ça? Le méchant va voir ce qui s'est passé, ces femmes sont faites kidnapper, puis le film décolle. Ouais, puis ça n'arrête pas. Non, ça n'arrête pas. Moi, ce film-là, je suis sorti. Essoufflé, totalement. J'ai fait regarder à ma copine par après. Ouais. Elle a fini, elle était essoufflée. Un des rares films que j'ai vu 2 fois au cinéma. Ouais. Ça, c'est rare, là. Ouais. Aussi. On s'en va aller à la vidéo. Ouais. Et, écoute, puis, si tu regardes le premier, on dit que ça dure 90 minutes, celui-là dure 2 heures. Oui, mais le 2 heures a passé comme ça. C'est ça. Plus ça va, plus les films sont longs. Le troisième dure 1h45, ça a l'air d'une éternité. Celui-là dure 2 heures, ça passe comme ça. Oui. C'est l'action pis tout. On voit que d'un film à l'autre, il y a une évolution de la société. Oui, mais là parce aussi... Parce que pas, ce film-là a une approche féministe. Oui, une très grosse approche féministe avec des personnages féminins très forts et bien établis. Tu sais, Charlize Theron et les femmes, toutes ces gangs-là, tu sais, sont pas des faire-valoir. Tu sais, ils m'ont fait triper. Sauf. C'est bien ça, c'est la symbolique du film est là. C'est comme on est tanné d'être des objets sexuels, tout. Donc, on veut s'en aller de là. C'est un personnage féminin qui leur permet de faire ça. Puis bon, il y en a, c'est ça qui ont reproché au film, que le personnage de Furiosa prenait trop de place par rapport à Mad Max. C'est correct. Pour moi, c'est pas un film de Mad Max. Ah, juste à cause de Furiosa? Pour 2 raisons. D'abord, pour moi, Tom Hardy n'est pas Mad Max. Pour moi, il ne le symbolise pas du tout, il ne le représente pas du tout, il n'y a pas cette espèce de... On sent pas l'espèce de vengeance qui traîne avec lui, pas du tout. Puis il se laisse... il est comme absent, il est pas là. Il est pas... C'est à cause du début du film. Probablement. Parce que le début du film, ça commence parce qu'on voit qu'il est plus fou que dans les autres films. Il y a une espèce de flashback qui arrive, ils font vraiment que là, il y a un plomb. Mais c'est ça, le début du film, c'est qu'il se fait déjà capturer. Il est pas capable de se sauver.
Puis c'est comme les circonstances qui font ça. C'est qu'il y a eu un accident d'auto dans la grosse tempête, mais c'est pas lui qui s'est sauvé. Probablement il perd son char. Fait que pour moi, déjà en partant, il perd son meilleur allié, il perd son auto. Puis après ça, c'est que c'est plus lui qui mène la barque. C'est Furiosa. C'est un film sur Furiosa. Ça aurait pu être Furiosa. Ouais. Ça aurait pu être ça. Mais au départ, tu sais, c'est comme ça qu'il voulait l'appeler. Ouais. Ça a juste bifurqué, retourner au nom de Mad Max. Ouais, ça, c'est pour vendre le film. Ouais, c'est ça. Ce qui aurait pas été mauvais, là, je sais pas ce qu'il aurait fait comme ça. Il aurait pu tuer Mad Max au début du film. Ça aurait pu être une belle fête, là. Tu peux tuer un super héros, en guillemets. Au cinéma, ça serait plus ou moins. Juste pour te décevoir, Tom Hardy, il est lié à un autre, à une suite là-dedans, là. Mais non, mais ça aurait été, imagine de ce que ça aurait pu être. Ça aurait pu être magnifique, là. Tu tues ce personnage-là, là, qui arrive là. Ça aurait été comme dans Live and Die ou In Early, tu sais, le personnage que tu penses principalement, t'es comme, ok, il faut continuer. Oh my god. Tu tues la moitié du film, là. Exactement ça. Ça aurait été magnifique, là. Ouais. Non, mais ça, je pense que c'est la façon que Mad Max est allé dans cette histoire-là, puis c'est pas lui. Pas lui qui fait la quête. Non, c'est pour ça que c'est Furiosa qui veut aller à je sais pas, il appelle ça en français, le Green Place. Ouais. C'est elle qui a une quête. Tu sais, c'est elle qui a la mission magnifique. C'est pas Mad Max. Mad Max, il est accessoire. Il est comme le sidekick. Ouais. C'est Furiosa. C'est incroyable. Mais le film est bon. Ah, ben, le film, ça empêche pas que le film est excellent, là. Ça m'a pas frustré pour ça. Non. Mais, en plus, là-dedans, George Miller est revenu à lui-même. Lorsqu'ils sont dans les dunes, tu sais, les cascades, les roches avec les motos qui passent puis ils volent, là. C'est vraiment génial. Ça, c'est les couleurs. Là, c'est ça qui est fait. Et ça, tu parles des couleurs, je suis content que t'en parles parce qu'ils ont fait la même chose pour le film Logan. Ils ont sorti une version noire et blanc. Oui, on va parler de ça, Ils ont fait ça, le Chrome Edition. Ah ouais? Et je ne comprends pas la pertinence de ça parce qu'il y a tellement un travail, ces couleurs, tellement réalisé sur le film, je vois pas pourquoi tu viens. Les enlever. Du noir et blanc. Parce que le film n'est pas fait pour du noir et blanc. Non. C'est pas un film qui joue avec les ombrages puis les clairs obscurs, tout ça. T'as une scène, là, où c'est la nuit, qui sont dans le cockpit du gros camion. C'est tout bleuté, sauf les trois quatre filles, hein. Et là, c'est tout orangé à cause d'une chandelle. J'étais comme, en noir et blanc, c'est pas aussi beau. Non, ça n'a pas été tourné pour ça. C'est pas tourné pour ça. J'ai pas compris le but de dire, non, on va le sortir en noir et blanc. Je sais pas si c'est pas ça va être plus artistique. C'est comme les gens en noir et blanc qui décident de le colorer. C'est pas nécessaire. C'est des tournés en noir et blanc. Exactement. Laisse-le tel quel. Parce qu'effectivement, les couleurs sont magnifiques. On sent qu'il fait chaud, on sent que c'est blanc. Oui, c'est ça. Exactement, t'es dans le sable. Le sable blanc, c'est de la neige. c'est vraiment, les scènes de nuit, c'est tout bleuté, ça devient plus glacial et tout. Fait que c'est, la réalisation de ce film-là, on voit que George Miller, il est revenu. Oh non, ici, il y a eu un fun fou, là. D'ailleurs, les cascades, le temps, ils ont pris le temps de bien les faire. C'est parce que, avec la technologie qui a amélioré, ils déplaçaient, il y a un énorme, en tout, c'est, plus de 2000 shots d'effets, il y a des effets dedans pour améliorer les cascades. Des fois, les autos sont sur des plateformes, des fois, ils ne sont pas sur des plateformes, ils roulent pour de vrai. Donc, il a pris la mesure de toutes les formes d'angle qu'il pouvait avoir pour te faire un montage. Il y a en tout quelque chose comme 25 cotes la minute. Puis, comparativement aux deux qu'on trouve hallucinants, c'était 13.3, là, quand ils font les statistiques là-dedans. Donc, c'est effréné, ça arrête pas, puis ils sont de là, effectivement, essoufflé, là. Visuellement, là, côté... là, tu parles du montage, parce que le film a eu 9 nominations aux Oscars, puis il a gagné pour le montage. Sur les 9 nominations, il en a gagné 6. Il a gagné meilleur film, puis meilleure réalisation, c'est correct. Il y a gagné meilleur montage, meilleur costume, meilleur maquillage, meilleur son, meilleur mixage de son, puis le production design, l'artistique, il a gagné là-dessus, mais... Écoute, c'était à l'écran. Mais oui, c'est ça. C'est ça, là-dedans. Non, je trouve que ça relance bien la franchise. Oui. Maintenant, il va y avoir une suite. Il est supposé, il travaille là-dessus, présentement, ça qu'il dit. Il y a plein de rumeurs, Oui, mais là. On a entendu parler, c'est comme, il va y avoir une suite. Ou il y a même une espèce de spin-off avec Furiosa. Oui, il dit qu'il va y avoir un spin-off avec Furiosa, parce que là, Tom Hardy et Charlize Theron s'entendaient pas sur le tournage, la chicane a pris.
Mais les deux se sont réconciliés. On t'a dit, oui, mais dans les circonstances, dans le climat qu'on tournait. Parce que c'est sûr, écoute, quand tu passes une semaine dans un camion qui bouge, là, ça devient étouffant, ils commencent à se taper ses nerfs, ils ont fait la paix. C'est pas 90 jours, c'est 120 jours aux autres, là. Là, il est fou, là, c'est un marathon, là. Ah, c'est ça, votre ordre des 4 films, ouais, ben, c'est ça, j'allais vous demander, peut-être même avec une note. OK. Alors, c'est 4, 2, 1, 3. OK, puis tu leur donnes quoi comme note? Un gros 8.5. Un gros 8.5. Un 8, un 7 et un 3-2, là, pour Moi aussi, même si le scénario est bien simple pour la carte, mais la réalisation, le montage, tout le côté technique, je suis ébahi dans cette peine-là, parce que le quatrième Fury Road, moi aussi, c'est un 8.5, tout, comme je dis, le côté technique. Là, ça, c'est Road Warrior. Là, je tombe à 7.5. Oh, OK. Il y a moins de budget. Alors, ça, c'est le premier. Là, c'est un 7. Et après ça, le 3, le moins généreux, je vais donner un 3. Non, ben, moi, je suis pas du tout en argument. Non, toi, c'est 1, 2, 4, 3. Voilà. Et tes notes? Alors, le 1, 9. Le 2, 8. Le 3, 8 aussi. Puis, le troisième, je lui donne un 4. Ah, générique, nous autres. Non, je me dis que les enfants doivent être morts dans le sable. Ben là, faut que j'aille parce que c'est vrai qu'il y a bien du monde sur Fury Road, puis je vais avoir ma version d'eau. Fait qu'on on va y aller. Puis, ben, abonnez-vous parce que sinon, on vous envoie le Night Rider.